Bienvenue chez Dedi Academy. Je vous dis d'abord bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur ces différents protocoles, les règles, les organismes de normalisation. Comme vous le savez, le cours dernier, nous avons parlé des modèles OSI. On a fait juste l'introduction du modèle OSI. Nous n'avons rien pour le moment détaillé. Mais je jugeais nécessaire, avant de vouloir continuer sur l'étude des couches, dire quel est le rôle de chaque couche au niveau de ce modèle OSI, j'ai préféré revenir d'abord un tout petit peu en arrière pour nous parler d'abord de ces protocoles et ces organismes. Parce que dans ces couches, nous allons parler beaucoup de protocoles. Donc, il faut déjà avoir l'esprit à ce niveau-là. Ces organismes, c'est quoi aussi? Nous parlerons aussi, en quelque sorte, maintenant de le protocole et modèle. Il y a les règles, c'est-à-dire décrire le type de règles nécessaires pour communiquer efficacement. On parlera aussi maintenant de ces protocoles. Nous allons parler, ces protocoles sont indispensables à la communication. Elles sont quand même indispensables. Et on va parler de ces organismes de normalisation dans ce cours-là. Si nous parlons de règles et protocoles, nous allons voir comment nous allons organiser l'acheminement, par exemple, des paquets, l'acheminement des données dans un réseau, quand est-ce qu'on appelle sa donnée, quand est-ce qu'on appelle, on dit par exemple ça c'est une trame, ça c'est un paquet, c'est un segment, c'est un bit. Pourquoi on va dire que ça c'est un segment? Pourquoi nous allons parler que ça c'est un bit? Est-ce que je me fais comprendre? Et là aussi nous avons les règles de base, nous allons apprendre, connaître un peu les règles de base pour mieux communiquer, pour communiquer efficacement dans un réseau. Nous parlerons aussi de ces protocoles de TCP/IP. Si nous parlons des règles, les règles fondamentaux de communication dans un réseau, ils sont au nombre de 3. Il y a 3 éléments. Il y a ce qu'on appelle la source. Il y a la source, c'est-à-dire ici, nous parlons de l'expéditeur. Nous parlons de l'expéditeur. Et nous allons parler aussi de la destination, c'est-à-dire le récepteur. Nous parlerons aussi du canal de transmission, c'est-à-dire ici le canal, le support de transmission, le support d'acheminement de données. Ok? Parce que si nous parlons de ces supports, on parlera par exemple de l'encapsulation des données qui vont permettre la transmission de ces données-là d'une couche vers une autre couche. C'est-à-dire aussi comment les autres locaux accèdent aux ressources locales sur un réseau. La communication, les règles de communication, si nous prenons par exemple quelque chose, si nous sortons un tout petit peu du monde informatique, on peut revenir dans la vie réelle. Dans la vie réelle, prenons le cas des humains. Nous les êtres humains, si nous disons que nous voulons placer la communication, si nous voulons discuter, il faut qu'il y ait déjà au minimum 2 personnes, c'est-à-dire Monsieur A, Monsieur B. Vous voyez? Donc, dire que dans la communication, il y aura des normes, il y aura des règles, il y aura des lois, il y aura des supports, et ainsi de suite. Et ici, quand les 2 personnes vont communiquer, il y aura ce qu'on appelle ici c'est-à-dire la voix qui va sortir, qui va permettre à l'autre d'entendre et de comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Monsieur A communique avec Monsieur B, il faut que ces 2 personnes-là aussi puissent parler la même langue. Cela veut dire qu'ici, si nous revenons vers le côté informatique, ça sera le même protocole. Donc, il faut que, en fait, la source A qui envoie à la source B,
il faut que la source B puisse convertir, c'est-à-dire puisse comprendre, décoder le codage de l'information, décoder l'information pour comprendre que monsieur A a parlé ça. Comme nous tous nous sommes là, nous parlons par exemple le français. Donc cela veut dire que quand je parle français, vous m'entendez, vous me comprenez. Donc ça c'est le canal de communication, le support que nous allons utiliser ici. Il y aura aussi, par exemple, on va parler aussi de la taille, le format du message, la synchronisation. Et là, ce qu'on va aussi parler, c'est la conversion, où on va parler du codage et le décodage, comme je vous l'ai dit. Le codage dans un processus, c'est dans en informatique, c'est le processus qui permet de convertir les informations envoyées qui sera accessible à un canal de transmission. C'est-à-dire qu'il faut que l'autre puisse décoder. Si vous prenez par exemple le cas de ces claviers, le clavier, il y a un langage. Lorsque vous tapez sur le clavier, vous voyez que c'est A. Mais à l'intérieur, comment l'ordinateur, lui, il va comprendre que vous avez tapé A? C'est ça qu'on appelle la combinaison, c'est le langage ASCII qui est derrière ça, qui vous dit que par exemple, si vous voulez écrire A, B, C, D, donc il y a un langage ASCII qui est derrière. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le codage ici et le décodage. C'est comme, par exemple, vous voulez envoyer un message au niveau de la poste. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut qu'il y ait, en fait, le processus, par exemple, de mettre en place le contenu au niveau du conteneur. Et puis maintenant, mettre le nom de l'expéditeur, mettre le nom du récepteur. Et lorsque ça arrive aussi, il faut qu'il y ait le récepteur qui peut envoyer ce qu'on appelle ici l'accusé de réception. On verra tout cela. Et nous allons parler aussi de la synchronisation des messages. Et ça aussi, c'est très important parce que la synchronisation des messages, pourquoi nous allons parler de la synchronisation? Par exemple, si nous prenons par exemple deux personnes, lorsque monsieur A parle et que monsieur B aussi parle en même temps, ils vont pas s'entendre. C'est la même chose aussi du côté de l'informatique. Il faut que l'autre puisse attendre. Il écoute. Donc l'expéditeur, la source parle et le récepteur, il attend. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, si nous voulons discuter, il faut que tu m'entends et tu m'écoutes et toi aussi, je t'écoute. Il faut que donc je m'assure que maintenant là tu as fini de parler. Donc le canal est libre. Donc maintenant à partir de là, moi aussi c'est à mon tour maintenant de parler. C'est ce qu'on appelle la synchronisation de ces messages. Et là on va parler aussi de ce qu'on appelle des messages qui sont envoyés en monodiffusion aussi. Des messages qui seront envoyés aussi en multidiffusion et des messages qui seront envoyés en diffusion. Je m'excuse, je m'explique. Regardez par exemple quand je prends par exemple ça, je vais changer ça, je vais style, voilà. Si j'essaie de prendre ça, qu'est-ce que je vais faire? Excusez. Voilà. Et là, si nous parlons de message message envoyé en monodiffusion. Cela veut dire, par exemple, ici, si on a ici un switch qui est là, excusez, c'est pas facile de dessiner avec ça. Nous avons juste un switch qui est là. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'un, si nous voulons parler de monodiffusion, on a le switch qui est là. Ici, on a ici le PC qui est là, PC1, ici encore, on a ce qu'on appelle ici le PC2, et là, on a encore un autre PC qui est là, PC3, et là, on a ce qu'on appelle ici le PC, par exemple, 4. Et par exemple ici, lorsque nous parlons de monodiffusion, cela veut dire que
lorsque le PC1 qui veut envoyer à PC3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les données, il va envoyer ça au niveau du switch. Et le switch, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder le message là est destiné à qui. Si le message est destiné uniquement à PC3, il ne va pas l'envoyer à PC2, mais plutôt il va envoyer ça au niveau de PC3 et il ne va pas encore l'envoyer au niveau de PC4. C'est ce qu'on appelle en fait le message envoyé, c'est ça qu'on appelle le message envoyé en monodiffusion. Monodiffusion. Et lorsque nous allons parler aussi de multidiffusion, comme son nom l'indique, c'est plusieurs, envoyé à plusieurs. Ici, on aura quoi? Lorsque PC1 veut envoyer à PC2 et PC3, sans passer par PC, sans envoyer à PC5, ici on peut encore ajouter ici un PC, ici PC5, qu'est-ce qu'il y a? Le switch, il va vérifier que les données doivent être envoyées à PC2 et à PC3 et PC5 par exemple, mais pas PC4. C'est ça qu'on appelle multidiffusion. L'autre, on appelle mono, et l'autre ici, on appelle avec plusieurs, on dit multidiffusion. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle ici, c'est qu'on appelle la diffusion, c'est-à-dire que ça c'est la diffusion. Le terme qui est beaucoup plus utilisé qu'on appelle ici le broadcast. Le broadcast, cela veut dire que c'est d'envoyer à tout le monde. Lorsque le switch va recevoir le message et il verra que ah oui c'est une diffusion. Donc quand vous regardez généralement diffusion c'est 127 quelque chose 127.0.0.0. Donc cela veut dire que ça c'est on envoie le message à tout le monde. OK, sans exception. C'est ce qu'on appelle ici l'envoi à diffusion. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Et là, maintenant, nous allons parler des protocoles de communication. On va parler des éditeurs, des équipementiers et puis maintenant venir au niveau des organismes de normalisation. C'est très important. Vous vous rappelez la fois dernière, je vous ai dit que il y a eu une normalisation. À l'époque, lorsque par exemple IBM, c'est-à-dire c'était des constructeurs, et Cisco, il n'y avait pas ce qu'on appelle une interopérabilité entre eux. Donc, un matériel ou bien un logiciel qui était conçu par IBM ne fonctionne que au niveau de IBM. Et là, c'est positionné ce qu'on appelle maintenant des organismes de normalisation. Nous allons parler, c'est qu'est-ce qu'un organisme de normalisation? Un organisme ou une organisation qui remplit un rôle spécifique dans un contexte donné. Ici, chez nous, en informatique ici, nos organismes sont chargés, ont un objectif et des missions. Ce sont eux qui vont faire une structuration organisationnelle, qui doivent mettre des normes et des réglementations que maintenant, par exemple, lorsque nous allons dire que lorsque IBM, lorsque Cisco, ils vont essayer de construire, ils vont essayer de fabriquer par exemple du matériel, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent respecter les normes et les règles qui ont été mises par ces organismes-là. On verra tout à l'heure quels sont ces organismes qui sont chargés de tout cela. Ok? Ces organismes aussi, ils font de la gouvernance et des responsabilités. Ils font aussi de la collaboration. Donc, les organismes peuvent jouer un rôle important dans la régulation, la normalisation, la recherche, l'industrie, la gouvernance et d'autres aspects de la société.
Donc au niveau de l'informatique, c'est ce que ça, ils sont souvent créés pour répondre à des besoins très spécifiques. S'il n'y avait pas ça, aujourd'hui, en informatique, on allait avoir beaucoup de problèmes. Ok? Donc, on allait avoir beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va essayer de voir un tout petit peu maintenant ces organismes-là. Ici, on va parler de l'ISOC. Ok? On va parler de l'ISOC. Ici, c'est ce qu'on appelle Internet Society. L'Internet Society ici est une organisation internationale à but non lucratif qui est chargée de promouvoir, c'est-à-dire de développer l'accessibilité de la sécurité Internet. Donc, tout ce qui est lié à l'Internet, c'est l'ISOC qui le gère. Donc, c'est lui qui joue un rôle clé dans la gouvernance de l'Internet et dans l'élaboration des politiques liées à Internet. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez vu? C'est ça maintenant, ce sont ces organismes-là qui sont venus pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire. Et après ça, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle de l'IAB, Internet Architecture Board. C'est lui qui est chargé donc de superviser l'architecture de l'Internet. Il joue un rôle consultatif en matière de protocole et de normes Internet. Vous avez donc celui-là, ça devient une entité de l'ISOC. C'est une collaboration. Et là, maintenant au niveau de l'IAB, l'IAB encore il y a des ramifications qui sont, il y a l'UETF. L'UETF, comme on appelle, c'est de l'Internet Engineering Task Force. Celui qui est chargé de tout ce qui est de l'engineering, de tout ce qui est des techniques de protocole. C'est lui qui le gère. Donc l'IAB, ça devient le groupe fondamental de l'IETF. Il y a encore ce qu'on appelle l'URTF, Internet Research Task Force. Celui qui est chargé de faire des recherches sur le long terme, en fait. Vous avez vu que l'autre, il gère l'engineering, l'autre, il gère ce qu'on appelle des recherches. Et aujourd'hui, essayer aussi de faire, de faire des recherches sur le long terme qui sont liées à Internet et explorer des sujets très émergents et futurs qui pourraient influencer le développement de l'Internet. Vous avez vu que tout est bien aujourd'hui planifié. Après ça, l'ISOC aussi, il va continuer vers ce qu'on appelle ici de l'IANA. Ok? L'IANA, celui-là qui est ce qu'on appelle l'IANA, celui qui est tout ce qui est chargé de l'IANA même. Je vais vous donner la définition de l'IANA. Donc je disais l'IANA, celui qui est responsable qui est chargé en fait de gérer tout ce qui est adresse IP. C'est celui qui est chargé de gérer aussi tout ce qui est nom de domaine, c'est-à-dire les IP publics. Et là, vous allez voir que par exemple ici, attendez, je vais cliquer dedans. Voilà. Et là, lui, celui qui va dire que par exemple, au niveau de l'Europe, votre adresse publique, c'est telle, et l'Afrique, et aussi ce qu'on appelle par exemple l'Amérique. Donc c'est lui qui est chargé en général de gérer tout ce qui est adresse IP publique et les noms de domaine aussi. C'est pour cela que vous allez voir par exemple les noms de domaine qui sont gérés par, on dit que le .sn, le .fr, le .gn, le .com, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est cet organisme là qui est chargé de ça, qu'on appelle Internet Assigned Number Authority. En français, généralement, on appelle ça autorité attributrice de numéro d'internet. Ok, celui qui est chargé de la gestion de certaines ressources clés d'internet. Et aujourd'hui, si vous voyez qu'on n'a pas d'adresse IP publique, ça serait très compliqué de sortir, aller à l'autre bout du monde. Et après ça, vous voyez que il y a maintenant énormément d'organismes. Et on va parler aussi ici de l'ICANN.
l'ICANN, lui, qu'est-ce qu'il va faire? L'ICANN, c'est Internet Corporation for Assigned Name and Number. Celui qui est chargé aussi, l'ICANN, hein, l'ICANN, oui, c'est lui qui est chargé, en fait, des noms de domaine des adresses IP DNS. Ok, les DNS. Et aussi, ce qu'on a ici, on va parler de l'IEE, l'Institute of Electrical and Electronic Engineering, lui qui gère tout ce qui est lié à l'électronique. Ok, c'est lui qui gère tout ce qui est électronique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est Ethernet aussi. Parce que, comme vous le savez, l'Ethernet, il y a l'électricité même qui entre au niveau de câble RJ45 pour essayer de faire ce qu'on appelle le décodage, la conversion avec du binaire, du 0 et de 1. On verra comment cela se calcule avec le temps. Et là aussi, on aura c'est l'ETIA qui est aussi chargé de tout ce qui est aujourd'hui l'ETIA qui avait même fusionné avec le TIA, celui-là qui aujourd'hui sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle le RJ45, la normalisation de télécom, le PDH, le WDM, donc la fibre optique et l'ADSL. Vous avez vu, donc en quelque sorte, c'est ce que j'aurais voulu d'abord vous montrer. Comprenez que le protocole maintenant, c'est ce qui va nous permettre de mieux communiquer dans un réseau. Ces protocoles-là sont vraiment très importants, et c'est pour cela que vous allez voir au niveau de chaque couche, il y a des protocoles qui seront assignés spécifiquement à cette couche-là. Donc ici, je vais me limiter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et j'espère que nous allons continuer très rapidement avec maintenant la couche physique, la première couche au niveau du modèle OSI. Donc on va voir concrètement qu'est-ce qu'elle nous permet de faire, quel est son rôle au niveau du réseau informatique, et c'est un cours que nous devons vraiment apprendre et maîtriser pour mieux être des administrateurs système et réseau. N'oubliez pas de vous abonner et de liker le cours. Merci et au revoir.